En ce moment précis, pendant que vous lisez ces mots, votre corps contient environ 7 milliards de milliards de milliards d'atomes. Chacun d'eux est composé principalement de vide. Si vous pouviez éliminer tout cet espace vide entre les noyaux atomiques et les électrons, si vous pouviez comprimer votre corps entier jusqu'à ce que seule la matière pure subsiste, savez-vous quelle taille vous auriez ? Pas celle d'une balle de tennis, pas celle d'un grain de sable. Vous tiendriez dans un espace 1000 fois plus petit qu'un grain de poussière. Et vous pèseriez toujours exactement le même poids. Voilà ce qui arrive à la matière dans les conditions les plus extrêmes de l'univers. Voilà ce qu'est une étoile à neutrons. Imaginez maintenant que vous tenez une cuillère à café ordinaire dans votre main, celle que vous utilisez pour votre café chaque matin. Cette cuillère pèse peut-être 20 grammes. Maintenant, imaginez que vous la plongez dans la surface d'une étoile à neutrons et que vous la remplissez de cette matière. Cette même cuillère pèserait désormais 1 milliard de tonnes. Pas 1 million, 1 milliard. C'est la masse entière du mont Everest, la plus haute montagne de la Terre, concentrée dans le volume d'une cuillère à café. Si vous lâchiez cette cuillère, elle traverserait la Terre comme si notre planète était faite de brume, creusant un tunnel jusqu'au noyau et continuant de l'autre côté, oscillant d'avant en arrière, jusqu'à ce qu'elle se stabilise au centre de notre monde. Comment quelque chose d'aussi absurde peut-il exister ? Comment la nature peut-elle créer un objet si dense que les lois de la physique que nous connaissons cessent presque de fonctionner ? La réponse commence avec la mort. Plus précisément, avec la mort la plus violente que l'univers puisse orchestrer. Prenez une étoile massive. Pas notre Soleil, qui est trop petit et trop ordinaire. Non, prenez une étoile au moins 8 fois plus massive que notre Soleil. Pendant des millions d'années, cette étoile a vécu en équilibre parfait. Dans son cœur, la fusion nucléaire transforme l'hydrogène en hélium, libérant une énergie colossale qui pousse vers l'extérieur. Cette pression compense exactement la gravité qui tire vers l'intérieur. L'étoile brille, stable, majestueuse. Mais cet équilibre est une illusion temporaire. Chaque seconde de fusion consomme le carburant de l'étoile. L'hydrogène devient hélium. L'hélium fusionne en carbone. Le carbone en néon. Le néon en oxygène. L'oxygène en silicium. Et finalement, le silicium en fer. Le fer est le point final. Le fer ne peut pas fusionner pour libérer de l'énergie. Au contraire, fusionner le fer consomme de l'énergie. Quand le cœur de l'étoile devient un noyau de fer de la taille de la Terre, mais avec une masse supérieure à celle de notre Soleil, la partie est terminée. Il n'y a plus de pression vers l'extérieur, plus rien pour contrer la gravité. Et la gravité, cette force patiente qui a attendu des millions d'années, gagne enfin. Ce qui se passe ensuite défie l'imagination humaine. Le cœur de fer s'effondre. Pas lentement, pas graduellement. En moins d'une seconde, un objet de la taille de la Terre se comprime jusqu'à avoir un diamètre de 20 km. 20 km. C'est la distance que vous parcourez en voiture en 15 minutes. Un objet qui contenait plus de masse que notre Soleil est maintenant comprimé dans un espace plus petit que Paris. La vitesse de cet effondrement atteint 70 000 km par seconde. Un quart de la vitesse de la lumière. Les couches externes de l'étoile, privées soudainement du support du cœur, tombent vers l'intérieur à des vitesses relativistes. Puis elles rebondissent. Ce rebond génère une onde de choc qui traverse l'étoile entière, arrachant les couches externes dans une explosion que nous appelons supernova. Pendant quelques semaines, cette explosion brille plus fort que toutes les étoiles de sa galaxie combinées. Mais ce spectacle cosmique n'est que l'emballage. Le vrai miracle, le vrai monstre, c'est ce qui reste au centre. Une étoile à neutrons vient de naître. Comprenez bien ce qui s'est passé au niveau atomique. Dans la matière normale, les atomes sont principalement du vide. Le noyau atomique occupe une fraction infime du volume total. Les électrons orbitent à des distances relativement énormes. Mais sous la pression gravitationnelle d'un effondrement de supernova, cette structure s'effondre complètement. Les électrons sont forcés à fusionner avec les protons, créant des neutrons.
Les neutrons eux-mêmes sont comprimés les uns contre les autres jusqu'à ce qu'ils se touchent. Imaginez prendre tous les humains sur Terre et les comprimer dans un espace de la taille d'un cube de sucre. C'est approximativement le niveau de compression que subit la matière. La densité résultante est d'environ 400 millions de kilogrammes par mètre cube. Écrivons cela en toutes lettres pour que votre cerveau puisse vraiment saisir l'absurdité. 400 billions de kilogrammes dans un seul mètre cube. Un dé à coudre de cette matière pèserait autant que toute l'humanité combinée. Un grain de sable de matière d'étoile à neutrons pèserait autant qu'un porte-avions. Mais la densité n'est que le début de l'étrangeté. La surface d'une étoile à neutrons est un enfer que même Dante n'aurait pas pu l'imaginer. La température atteint 1 million de degrés Celsius. Pas 1000 degrés comme la lave, pas 100 000 degrés comme la surface du Soleil, 1 million de degrés. À cette température, les atomes ordinaires ne peuvent pas exister. Tout est ionisé, déchiré en plasma. La surface elle-même n'est pas lisse. Elle est incroyablement rigide, plus dure que le diamant, mais déformée par des montagnes qui s'élèvent à quelques millimètres de hauteur. Quelques millimètres ne semblent pas impressionnants, jusqu'à ce que vous réalisiez que la gravité à la surface est 200 milliards de fois plus forte que sur Terre. Construire une montagne de quelques millimètres sous cette gravité nécessite une force structurelle qui dépasse tout ce que nous connaissons. Parlons de cette gravité. Sur Terre, si vous sautez, vous retombez à une vitesse d'environ 10 mètres par seconde après 1 seconde de chute. Sur une étoile à neutrons, si vous pouviez d'une manière ou d'une autre survivre et tomber, vous atteindriez 200 000 km par seconde après 1 seule seconde. C'est 70% de la vitesse de la lumière. En 1 seconde. Vous ne tomberiez pas. Vous seriez accéléré à des vitesses relativistes et écrasé en une couche d'atomes sur la surface avant même que votre cerveau puisse enregistrer que vous êtes en train de tomber. Cette gravité déforme l'espace-temps lui-même. Si vous vous teniez sur la surface d'une étoile à neutrons et regardiez l'horizon, vous ne verriez pas une ligne droite. Vous verriez la courbure de l'espace-temps plier la lumière autour de l'étoile. Vous pourriez voir plus de la moitié de la surface de l'étoile en même temps, car la lumière de l'autre côté serait courbée autour jusqu'à vos yeux. Le temps lui-même ralentirait. Une horloge à la surface d'une étoile à neutrons fonctionnerait environ 30% plus lentement qu'une horloge en orbite loin de l'étoile. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la relativité générale d'Einstein en action. Maintenant, plongeons sous la surface, littéralement. Les premiers centaines de mètres sous la surface constituent ce que les astrophysiciens appellent la croûte externe. Ici, la matière existe encore sous forme d'atomes, mais d'atomes extraordinairement riches en neutrons, des isotopes qui n'existent nulle part ailleurs dans l'univers. Des noyaux atomiques avec des dizaines, parfois des centaines de neutrons supplémentaires, maintenus ensemble uniquement par la pression écrasante. Cette croûte est cristalline, organisée en réseaux parfaits, mais d'une dureté inimaginable. 1 million de fois plus dure que l'acier. Plus profondément, à environ 1 km sous la surface, nous atteignons la croûte interne. Ici, la pression devient si intense que les neutrons commencent à s'échapper des noyaux atomiques. Ils forment une mer de neutrons libres qui baignent les noyaux atomiques restants. C'est comme si vous aviez des îles solides de noyaux atomiques flottant dans un océan de neutrons purs. Les physiciens appellent cette région la zone de goutte de neutrons. Descendez encore plus profondément et la structure devient encore plus bizarre. Entre 1 et 2 km de profondeur, la matière s'organise en structures que les scientifiques ont nommées d'après des pâtes italiennes. Sérieusement. Il y a les gnocchis, où la matière forme des sphères, plus profondément les spaghettis, où elles s'organisent en tubes cylindriques, encore plus profondément les quad 3, où elles forment des feuilles plates. Ces structures émergent parce que la matière nucléaire, sous ces pressions extrêmes, essaie de minimiser son énergie en s'organisant de manière géométriquement optimale. Ces pâtes nucléaires pourraient être la matière la plus forte de l'univers, des milliards de fois plus résistante que l'acier. Puis nous atteignons le cœur, le noyau central de l'étoile à neutrons.
Et ici, nous entrons dans un territoire où même les physiciens théoriciens ne sont pas certains de ce qui se passe. La densité est si extrême que les neutrons eux-mêmes pourraient se décomposer en leurs constituants fondamentaux, les quarks. Nous pourrions avoir un océan de quarks libres, une soupe de matière plus fondamentale que les protons et les neutrons. Ou peut-être que des particules exotiques appelées hypérons se forment. Ou peut-être que la matière entre dans un état appelé condensat de pions. Nous ne savons pas. Nous ne pouvons pas reproduire ces conditions en laboratoire. Nous ne pouvons que théoriser et observer. Mais attendez, nous n'avons même pas encore parlé des magnétars. Toutes les étoiles à neutrons tournent, rapidement. Certaines tournent des centaines de fois par seconde. Quand une étoile massive s'effondre, elle conserve son moment angulaire, mais son rayon diminue drastiquement. C'est comme une patineuse artistique qui ramène ses bras vers son corps et tourne soudainement beaucoup plus vite. Une étoile qui tournait peut-être une fois par mois avant l'effondrement peut maintenant tourner 1000 fois par seconde. Imaginez un objet de la masse du Soleil, de la taille d'une ville, tournant 1000 fois par seconde. Les forces centrifuges à l'équateur approchent les limites de ce que même la matière nucléaire peut supporter. Cette rotation, combinée avec la matière conductrice de l'étoile à neutrons, génère des champs magnétiques. Sur Terre, notre champ magnétique est d'environ 1 demi-Gauss. Un aimant de réfrigérateur est d'environ 100 Gauss. Une étoile à neutrons typique a un champ magnétique d'environ 1 billion de Gauss. 1 billion. C'est déjà incompréhensiblement puissant. Mais certaines étoiles à neutrons, les magnétars, ont des champs magnétiques 1000 fois plus forts encore. 1 million de milliards de Gauss. Que signifie un champ magnétique aussi intense ? Cela signifie que si vous vous approchiez à 1000 km d'un magnétar, le champ magnétique commencerait à interagir avec les électrons dans les atomes de votre corps. Les atomes eux-mêmes seraient déformés, étirés en forme cylindrique. Les liaisons chimiques qui maintiennent vos molécules ensemble se briseraient. Vous ne seriez pas déchirés, vous ne seriez pas vaporisés. Vous cesseriez simplement d'exister en tant que structure moléculaire cohérente. À 1000 km de distance. Vous n'auriez même pas besoin de toucher l'étoile. Les magnétars sont si puissants qu'ils peuvent affecter l'espace à des années-lumière de distance. En décembre 2004, un magnétar appelé SGR 1806-20 a eu ce que les astronomes appellent un sursaut géant. En 1/10 de seconde, il a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en émet en 100 000 ans. Cette explosion d'énergie a traversé le système solaire et a frappé la Terre. Elle a temporairement ionisé la haute atmosphère terrestre et perturbé les communications radio dans le monde entier. Et ce magnétar était à 50 000 années-lumière de distance. Si un tel événement s'était produit à 10 années-lumière, il aurait pu causer une extinction de masse sur Terre. Pensez à l'échelle de puissance ici. Un objet de 20 km de diamètre, à 50 000 années-lumière de distance, a affecté notre planète entière en 1/10 de seconde. C'est comme si quelqu'un allumait une lampe de poche à Paris et que vous la voyez instantanément depuis la galaxie d'Andromède. Mais peut-être que l'aspect le plus étrange des étoiles à neutrons n'est pas leur densité, leur gravité, leur température ou leur champ magnétique. C'est ce qu'elles nous disent sur la nature de la matière elle-même. Dans notre vie quotidienne, nous pensons à la matière comme solide, stable, prévisible. Une table est une table, un rocher est un rocher. Mais les étoiles à neutrons nous montrent que ces propriétés ne sont pas fondamentales. Elles sont émergentes, le résultat de conditions spécifiques. Changer suffisamment ces conditions, et la matière devient quelque chose d'entièrement différent. Les atomes cessent d'exister, les noyaux fusionnent, les neutrons se touchent, les quarks se libèrent peut-être. La matière elle-même est fluide, adaptable, capable de transformations que nous commençons à peine à comprendre. Les étoiles à neutrons sont des laboratoires naturels où la physique nucléaire, la relativité générale et la mécanique quantique se rencontrent toutes dans les conditions les plus extrêmes possibles. Chaque observation d'une étoile à neutrons nous enseigne quelque chose de nouveau sur comment l'univers fonctionne à ses limites. Quand deux étoiles à neutrons entrent en collision, elles créent des ondes gravitationnelles que nous pouvons détecter sur Terre,
des ondulations dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Ces collisions forgent également les éléments les plus lourds de l'univers. L'or dans vos bijoux, le platine dans les convertisseurs catalytiques, l'uranium dans les réacteurs nucléaires, tout cela a été créé dans les collisions cataclysmiques d'étoiles à neutrons il y a des milliards d'années. En août 2017, les détecteurs LIGO et Virgo ont capté les ondes gravitationnelles d'une collision d'étoiles à neutrons à 130 millions d'années-lumière de distance. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avons observé le même événement cosmique à la fois avec des ondes gravitationnelles et avec de la lumière. Les télescopes du monde entier se sont tournés vers cette région du ciel et ont observé l'explosion résultante, appelée kilonova. Les analyses spectroscopiques ont confirmé que cette explosion unique a créé environ 10 masses terrestres d'or pur. 10 terres entières d'or, forgées en quelques secondes dans la fusion de deux objets impossibles. Mais voici ce qui devrait vraiment vous faire réfléchir. Il y a probablement 1 milliard d'étoiles à neutrons dans notre galaxie seule. 1 milliard de ces objets impossibles, chacun un laboratoire naturel de physique extrême, chacun défiant nos intuitions sur ce que la matière peut être. Certaines sont des pulsars, balayant des faisceaux de radiation à travers l'espace comme des phares cosmiques. Certaines sont des magnétars, tordant l'espace magnétique en nœuds impossibles. Certaines sont en orbite binaire, dansant lentement vers des collisions inévitables qui secoueront le tissu de l'espace-temps. Et la plupart d'entre elles, nous ne les avons même pas encore découvertes. Elles sont là, silencieuses, sombres, attendant d'être trouvées. Des monuments à la mort des étoiles. Des capsules temporelles de physique extrême. Des rappels que l'univers est capable de créer des conditions si extrêmes que notre imagination échoue avant que les mathématiques ne le fassent. Revenons maintenant à cette cuillère à café. Cette cuillère à café d'1 milliard de tonnes de matière d'étoiles à neutrons. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre la transporter sur Terre et la relâcher, que se passerait-il ? Elle ne resterait pas comprimée. La pression gravitationnelle qui maintient cette densité n'existe que sur l'étoile à neutrons elle-même. Libérée de cette pression, la matière exploserait instantanément avec la force de milliers de bombes nucléaires. Chaque neutron, n'étant plus comprimé contre ses voisins, se désintégrerait en un proton, un électron et un antineutrino. L'énergie libérée vaporiserait tout dans un rayon de plusieurs kilomètres. C'est la nature des extrêmes. Ils ne peuvent exister que dans leur contexte spécifique. Retirer une étoile à neutrons de sa propre gravité, et elle cesse d'être une étoile à neutrons. Retirer un magnétar de son champ magnétique, et il n'est plus un magnétar. Ces objets sont inséparables des conditions qui les créent. Ils sont des manifestations de la physique poussée à ses limites absolues. Et pourtant, ils existent. Pas dans nos imaginations, pas dans nos équations seulement. Ils existent réellement, là-bas, dans l'univers. En ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, il y a des étoiles à neutrons qui tournent des centaines de fois par seconde. Il y a des magnétars dont les champs magnétiques tordent l'espace lui-même. Il y a des paires d'étoiles à neutrons en orbite l'une autour de l'autre, se rapprochant lentement, destinées à fusionner dans des millions d'années dans une explosion qui créera plus d'or que notre système solaire entier n'en contient. L'univers n'a pas besoin de notre permission pour être extrême. Il n'a pas besoin de notre compréhension. Il crée ces objets impossibles que nous sommes, par chance et par curiosité, capables d'observer et d'étudier. Chaque étoile à neutrons est une expérience naturelle en physique extrême, menée à des échelles que nous ne pourrons jamais reproduire en laboratoire. Alors, qu'est-ce que cela signifie d'être extrême ? Nous utilisons ce mot pour décrire les sports, les saveurs, les expériences. Mais une étoile à neutrons redéfinit le concept entier. C'est un objet où la matière elle-même est transformée en quelque chose de presque méconnaissable, où la gravité est si forte qu'elle plie la lumière et ralentit le temps, où les champs magnétiques peuvent détruire la chimie à 1000 km de distance, où une cuillère à café pèse autant qu'une montagne. Et ce n'est même pas la forme la plus extrême de matière dans l'univers. Si vous comprimez une étoile à neutrons encore plus, si vous ajoutez encore plus de masse, il y a un point où même les neutrons ne peuvent plus résister. La gravité gagne complètement. L'étoile s'effondre au-delà du point de non-retour et devient un trou noir.
Mais cela, c'est une autre histoire d'extrême. Pour l'instant, restons avec les étoiles à neutrons. Ces objets impossibles qui existent à la frontière entre la matière et l'effondrement total. Ces laboratoires cosmiques où la physique est testée jusqu'à ses limites. Ces monuments aux étoiles mortes qui nous rappellent que l'univers est bien plus étrange, bien plus extrême, bien plus magnifique que nous ne pouvons l'imaginer. Maintenant, parlons de ce que nous pouvons réellement voir, parce que ces objets impossibles ne restent pas silencieux dans l'obscurité cosmique. Ils crient leur existence à travers l'univers de manière que nous avons mis des décennies à comprendre. En 1967, une étudiante en doctorat nommée Jocelyn Bell travaillait avec un radiotélescope à Cambridge. Elle remarqua quelque chose d'étrange dans les données. Un signal radio qui pulsait avec une régularité absolument parfaite. Toutes les 1,337 secondes, exactement. Pas 1,336, pas 1,338. 1,337 secondes, encore et encore, avec une précision d'horloge atomique. La régularité était si parfaite que l'équipe plaisanta en appelant le signal LGM1 pour Quad-7 petits hommes verts. Peut-être était-ce un signal extraterrestre ? Ce n'était pas des extraterrestres. C'était quelque chose de bien plus étrange. C'était une étoile à neutrons en rotation, balayant un faisceau de radiation à travers l'espace comme un phare cosmique. Chaque fois que le faisceau pointait vers la Terre, nous détections une impulsion. Un pulsar venait d'être découvert. Jocelyn Bell avait trouvé la première preuve observationnelle directe que ces objets théoriques existaient réellement. Aujourd'hui, nous connaissons plus de 3000 pulsars. Et chacun raconte une histoire différente sur la physique extrême. Certains tournent lentement, une fois toutes les quelques secondes. D'autres tournent si vite qu'ils défient l'imagination. Le pulsar le plus rapide connu, PSRJ 1748-2446A, tourne 717 fois par seconde. 717 rotations complètes chaque seconde. Un objet de la masse du Soleil, de 20 km de diamètre, tournant plus vite qu'un moteur de voiture de course. À l'équateur de ce pulsar, la matière se déplace à environ 24% de la vitesse de la lumière. 24%. Si cette étoile tournait juste un peu plus vite, les forces centrifuges déchireraient même la matière nucléaire. Mais comment une étoile à neutrons peut-elle tourner si vite ? La réponse nous ramène à cette loi fondamentale de la physique, la conservation du moment angulaire. Imaginez une patineuse qui tourne lentement, bras étendus. Quand elle ramène ses bras contre son corps, elle tourne soudainement beaucoup plus vite. Son moment angulaire reste constant, mais son rayon diminue. Donc sa vitesse de rotation augmente. Maintenant, imaginez une étoile de plusieurs centaines de milliers de kilomètres de diamètre qui s'effondre soudainement à 20 km. La diminution du rayon est d'un facteur de plusieurs dizaines de milliers. La vitesse de rotation augmente proportionnellement. Une étoile qui tournait peut-être une fois par mois avant l'effondrement peut maintenant tourner des centaines de fois par seconde. Et cette rotation crée quelque chose d'extraordinaire. Prenez une étoile à neutrons en rotation rapide avec un champ magnétique intense. Les lignes de champ magnétique sont ancrées dans l'étoile et tournent avec elle. Mais loin de l'étoile, ces lignes de champ ne peuvent pas tourner plus vite que la vitesse de la lumière. Il y a donc une distance, appelée le cylindre de lumière, où les lignes de champ magnétique atteignent la vitesse de la lumière. Au-delà de ce point, les lignes de champ se brisent et se reconnectent, libérant d'énormes quantités d'énergie. Cette énergie accélère des particules chargées le long des pôles magnétiques de l'étoile, créant des faisceaux de radiation intenses qui balayent l'espace comme les faisceaux d'un phare. Ces faisceaux ne sont pas de la lumière ordinaire. Ils contiennent des ondes radio, des rayons X, parfois même des rayons gamma. L'énergie dans ces faisceaux est colossale. Un pulsar typique émet environ 100 000 fois plus d'énergie que notre Soleil, mais toute cette énergie est concentrée dans des faisceaux étroits plutôt que rayonnée uniformément dans toutes les directions. Si vous étiez directement dans le faisceau d'un pulsar à quelques années-lumière de distance, vous recevriez une dose de radiation qui vous tuerait instantanément. Mais si vous étiez juste à côté du faisceau, vous ne détecteriez presque rien. C'est comme se tenir à côté d'un phare versus regarder directement dans le faisceau. Maintenant, voici où cela devient vraiment fascinant. Les pulsars ralentissent.
très lentement mais mesurément. Chaque rotation pompe de l'énergie dans ces faisceaux de radiation. Cette énergie doit venir de quelque part, et elle vient de l'énergie rotationnelle de l'étoile elle-même. Le pulsar agit comme une dynamo cosmique, convertissant son énergie de rotation en radiation. Au fil du temps, des millions d'années, le pulsar ralentit progressivement. Finalement, après peut-être 100 millions d'années, il ralentit tellement que le mécanisme qui crée les faisceaux cesse de fonctionner. Le pulsar cote 8 et devient une étoile à neutrons silencieuse, invisible, tournant lentement dans l'obscurité. Mais certains pulsars trouvent une seconde vie. Imaginez un pulsar ancien, presque éteint, en orbite autour d'une étoile compagnon ordinaire. Si les deux objets sont suffisamment proches, la gravité intense du pulsar peut commencer à arracher de la matière de l'étoile compagnon. Cette matière forme un disque d'accrétion autour du pulsar, spiralant lentement vers l'intérieur. Quand cette matière tombe sur le pulsar, elle transfère son moment angulaire à l'étoile à neutrons. Le pulsar commence à tourner plus vite, de plus en plus vite. C'est comme si vous poussiez une toupie qui ralentit, lui donnant un nouveau souffle de vie. Ces pulsars recyclés peuvent atteindre des vitesses de rotation extraordinaires. Ce sont eux qui tournent des centaines de fois par seconde. Ils ont été réanimés par le cannibalisme stellaire. Le pulsar le plus célèbre de ce type est PSRJ 0348 plus 0432, situé dans les restes de la supernova du Crabe. Cette supernova a été observée par des astronomes chinois en 1054. Ils ont enregistré qu'une couette 10 est apparue dans le ciel, si brillante qu'elle était visible en plein jour pendant 23 jours. Ce qu'ils observaient était l'explosion d'une étoile massive, laissant derrière elle une étoile à neutrons. Aujourd'hui, presque 1000 ans plus tard, nous pouvons observer cette étoile à neutrons. Elle tourne 30 fois par seconde et émet des impulsions de radiation si puissantes que nous pouvons les détecter avec des télescopes amateurs. Le pulsar du Crabe est l'un des objets les plus étudiés en astronomie, un laboratoire naturel où nous pouvons observer la physique extrême en action. Mais les pulsars ne sont pas seulement des curiosités cosmiques. Ils sont devenus des outils scientifiques d'une précision extraordinaire. Parce que leur rotation est si stable, si régulière, ils fonctionnent comme des horloges naturelles, d'une précision rivalisant avec nos meilleures horloges atomiques. Les pulsars millisecondes, ceux qui tournent des centaines de fois par seconde, sont particulièrement stables. Leur période de rotation peut être mesurée avec une précision de quelques nanosecondes. C'est quelques milliardièmes de seconde. Sur des années d'observation, nous pouvons détecter des changements dans le timing des impulsions qui sont incroyablement minuscules. Et ces changements minuscules nous disent des choses extraordinaires. En 1974, deux astronomes, Russell Hulse et Joseph Taylor, découvrirent un pulsar en orbite autour d'une autre étoile à neutrons. Ce système binaire, appelé PSRB 1913 plus 16, était parfait pour tester la relativité générale d'Einstein. Selon Einstein, deux objets massifs en orbite l'un autour de l'autre devraient émettre des ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Ces ondes gravitationnelles emportent de l'énergie, donc l'orbite devrait lentement se rétrécir. Les deux étoiles devraient se rapprocher progressivement. Hulse et Taylor observèrent ce système pendant des années, mesurant le timing des impulsions du pulsar avec une précision extrême. Et ils trouvèrent exactement ce qu'Einstein avait prédit. L'orbite se rétrécissait. Les deux étoiles à neutrons se rapprochaient à un rythme de 3,5 mètres par an. 3,5 mètres ne semble pas beaucoup, mais c'était la première preuve indirecte que les ondes gravitationnelles existaient réellement. Hulse et Taylor reçurent le prix Nobel de physique en 1993 pour cette découverte. Et leur pulsar continue de nous enseigner. Dans environ 300 millions d'années, les deux étoiles à neutrons fusionneront dans une collision cataclysmique qui créera une explosion visible à travers l'univers. Mais nous n'avons pas eu à attendre 300 millions d'années pour observer une telle collision. Le 17 août 2017, les détecteurs d'ondes gravitationnelles LIGO et Virgo captèrent un signal différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ce n'était pas la fusion de deux trous noirs, comme les détections précédentes. C'était quelque chose de nouveau. Le signal durait plus longtemps, environ 100 secondes,
et avaient une fréquence différente. Les ordinateurs analysèrent les données et conclurent « c'était la fusion de deux étoiles à neutrons ». Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous avions détecté des ondes gravitationnelles d'une collision d'étoiles à neutrons. Mais ce n'était que le début. Environ 2 secondes après la détection des ondes gravitationnelles, le télescope spatial Fermi détecta un sursaut de rayons gamma venant de la même région du ciel. Puis, 11 heures plus tard, des télescopes optiques trouvèrent une nouvelle source lumineuse dans la galaxie NGC 4993, à 130 millions d'années-lumière de distance. C'était la kilonova, l'explosion résultant de la fusion des deux étoiles à neutrons. Au cours des jours et des semaines suivants, des télescopes du monde entier observèrent cette kilonova à toutes les longueurs d'onde imaginables. Ondes radio, infrarouge, lumière visible, ultraviolet, rayons X, rayons gamma. Chaque longueur d'onde révélait quelque chose de différent sur l'explosion. Et les analyses spectroscopiques confirmèrent ce que les théoriciens avaient prédit depuis des décennies. Cette explosion unique avait créé d'énormes quantités d'éléments lourds. De l'or, du platine, de l'uranium, du thorium. Des éléments qui ne peuvent être créés que dans les conditions extrêmes d'une fusion d'étoiles à neutrons. Pensez à cela. L'or dans vos bijoux, l'or dans les circuits électroniques de votre téléphone, l'or dans les réserves des banques centrales, tout cet or a été forgé dans des collisions d'étoiles à neutrons il y a des milliards d'années. Chaque atome d'or sur Terre est un fragment d'une explosion cosmique si violente qu'elle a secoué le tissu de l'espace-temps lui-même. Quand vous tenez un anneau en or, vous tenez un morceau d'étoile morte, un souvenir d'une collision qui a libéré plus d'énergie en 1 seconde que notre Soleil n'en émettra pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. Mais revenons aux étoiles à neutrons individuelles. Parce qu'il y a encore une catégorie que nous devons explorer en profondeur, les magnétars. Nous les avons mentionnés, mais comprenons vraiment ce qu'ils sont. Un magnétar est une étoile à neutrons avec un champ magnétique si intense qu'il défie toute comparaison terrestre. Le champ magnétique terrestre est d'environ 0,5 Gauss. Un aimant de réfrigérateur est d'environ 100 Gauss. L'aimant le plus puissant jamais créé en laboratoire atteint environ 45 Tesla. Soit 450 000 Gauss. Un magnétar a un champ magnétique d'environ 1 million de milliards de Gauss. 1 million de milliards. C'est 10 milliards de fois plus fort que le plus puissant aimant jamais créé par l'humanité. Que fait un champ magnétique aussi intense ? Il tord l'espace lui-même. Littéralement. Dans la relativité générale, nous apprenons que la masse courbe l'espace-temps. Mais un champ magnétique suffisamment intense peut aussi affecter la géométrie de l'espace. Près d'un magnétar, l'espace devient biréfringent, ce qui signifie que la lumière se déplace à des vitesses différentes selon sa polarisation. Le vide lui-même acquiert des propriétés optiques, comme s'il était rempli d'un matériau transparent. C'est un effet prédit par l'électrodynamique quantique, la théorie qui décrit comment la lumière et la matière interagissent au niveau quantique, mais cet effet est normalement si faible qu'il est impossible à détecter. Sauf près d'un magnétar, où le champ magnétique est si fort que le vide quantique lui-même est polarisé. Les magnétars sont également incroyablement instables. Leur croûte, cette surface plus dure que le diamant, est constamment stressée par le champ magnétique intense. Imaginez essayer de maintenir une structure rigide pendant qu'un champ magnétique 1 million de milliards de fois plus fort que celui de la Terre tire et tord dans toutes les directions. Périodiquement, la croûte se fissure. Ces côtes 11 sont comme des tremblements de terre, mais à une échelle incomparablement plus grande. Quand la croûte d'un magnétar se fissure, elle libère une quantité d'énergie qui fait paraître nos plus puissants tremblements de terre comme des vibrations insignifiantes. Le 27 décembre 2004, un magnétar appelé SGR 1806-20, situé à 50 000 années-lumière de la Terre, a eu un tremblement d'étoiles particulièrement violent. En 1/10 de seconde, il a libéré plus d'énergie que notre Soleil n'en émet en 150 000 ans. Cette explosion d'énergie a traversé l'espace sous forme de rayons gamma et de rayons X. Quand elle a atteint la Terre, elle a temporairement ionisé la haute atmosphère, perturbant les communications radio dans le monde entier. Des satellites ont été aveuglés,
Des détecteurs de radiation ont saturé. Et rappelez-vous, cet événement s'est produit à 50 000 années-lumière de distance. Si un tel événement s'était produit à 10 années-lumière, la dose de radiation aurait pu causer des extinctions de masse sur Terre. Heureusement, il n'y a pas de magnétar connu à moins de quelques milliers d'années-lumière de nous. Mais cela soulève une question fascinante. Est-il possible qu'une extinction de masse passée sur Terre ait été causée par un sursaut de magnétar ? Nous savons qu'il y a eu plusieurs extinctions de masse dans l'histoire de la Terre. La plus célèbre, celle qui a tué les dinosaures il y a 65 millions d'années, a été causée par l'impact d'un astéroïde. Mais il y a eu d'autres extinctions dont les causes sont moins claires. L'extinction de l'Ordovicien silurien, il y a 445 millions d'années, a tué environ 85% de toutes les espèces marines. Certains scientifiques ont proposé qu'un sursaut de rayons gamma d'une supernova ou d'un magnétar pourrait avoir été responsable. Nous ne le savons pas avec certitude, mais c'est une possibilité troublante. L'univers contient des objets si puissants qu'ils peuvent affecter la vie sur des planètes à des milliers d'années-lumière de distance. Maintenant, zoomons encore plus près. Que se passerait-il si vous pouviez vous tenir sur la surface d'une étoile à neutrons ? Bien sûr, vous ne pourriez pas survivre, mais faisons une expérience de pensée. Imaginez que vous avez un corps fait d'un matériau indestructible et que vous vous tenez sur la surface d'une étoile à neutrons. La première chose que vous remarqueriez serait la gravité. Vous pèseriez environ 200 milliards de fois plus que sur Terre. Si vous pesiez 70 kg sur Terre, vous pèseriez 14 billions de kilogrammes sur une étoile à neutrons. Vos jambes s'effondreraient instantanément, même si elles étaient faites du matériau le plus fort imaginable. Vous seriez écrasé en une couche d'atomes sur la surface. Mais supposons que vous puissiez d'une manière ou d'une autre résister à cette gravité. Que verriez-vous ? L'horizon serait incroyablement proche. Sur Terre, si vous vous tenez au niveau de la mer, l'horizon est à environ 5 km. Sur une étoile à neutrons de 20 km de diamètre, l'horizon serait à seulement quelques centaines de mètres. Mais vous ne verriez pas une ligne d'horizon normale. La courbure extrême de l'espace-temps plierait la lumière autour de l'étoile. Vous pourriez voir plus de la moitié de la surface de l'étoile en même temps. Si quelqu'un se tenait de l'autre côté de l'étoile, vous pourriez le voir, car la lumière de cette personne serait courbée autour de l'étoile jusqu'à vos yeux. Le ciel serait étrange aussi. Les étoiles ne seraient pas des points de lumière, elles seraient étirées en arcs et en anneaux par la courbure de l'espace-temps. Si l'étoile à neutrons tournait rapidement, le ciel entier semblerait tourner autour de vous plusieurs fois par seconde. Et si vous regardiez vers le haut, vous verriez peut-être les faisceaux de radiation du pulsar, des colonnes de lumière s'étendant dans l'espace, visibles parce que vous êtes à l'intérieur du mécanisme qui les crée. La surface elle-même serait lisse à grande échelle, mais avec des montagnes microscopiques. Rappelez-vous, sous cette gravité intense, une montagne de quelques millimètres de hauteur nécessite une force structurelle qui dépasse tout ce que nous connaissons. Ces montagnes ne sont pas faites de roches. Elles sont faites de noyaux atomiques cristallisés, organisés en réseaux parfaits, maintenus ensemble par la force nucléaire forte elle-même. Et la température, 1 million de degrés Celsius. À cette température, tout rayonne dans l'ultraviolet et les rayons X. La surface brillerait d'une lumière blanche aveuglante, mais pas une lumière que vos yeux pourraient voir. Ce serait principalement des rayons X. Si vous aviez des yeux sensibles aux rayons X, la surface ressemblerait à un océan de lumière blanche pure, ondulant avec les montagnes microscopiques et les champs magnétiques. Parlons maintenant du temps. Sur la surface d'une étoile à neutrons, le temps s'écoule environ 30% plus lentement qu'il ne le fait loin de l'étoile. C'est la dilatation gravitationnelle du temps, un effet prédit par la relativité générale d'Einstein. Si vous passiez 1 heure sur la surface d'une étoile à neutrons, environ 1 heure et 20 minutes s'écouleraient pour quelqu'un en orbite loin de l'étoile. Ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un effet de perception. Le temps lui-même s'écoule réellement plus lentement dans un champ gravitationnel intense. Cet effet a été mesuré et confirmé d'innombrables fois.
Nous voyons dans les horloges atomiques sur les satellites GPS qui doivent être ajustées pour la dilatation du temps ou elles dériveraient rapidement hors de synchronisation. Nous le voyons dans les observations de pulsars, où le timing des impulsions est affecté par le champ gravitationnel de l'étoile à neutrons. Et nous le voyons dans les ondes gravitationnelles des fusions d'étoiles à neutrons, où la fréquence des ondes change à mesure que les étoiles spiralent l'une vers l'autre et que les effets gravitationnels deviennent plus intenses. Mais peut-être que l'aspect le plus étrange du temps sur une étoile à neutrons est ce qui se passe pendant la formation. Rappelez-vous, le cœur de l'étoile s'effondre en moins d'une seconde. Mais du point de vue de quelqu'un à la surface du cœur en effondrement, le temps ralentit à mesure que la gravité augmente. Pour un observateur extérieur, l'effondrement semble se produire en une fraction de seconde. Mais pour quelqu'un à la surface du cœur, l'expérience subjective pourrait être différente. Le temps lui-même devient élastique, étiré par la gravité. C'est l'une des choses les plus profondes que les étoiles à neutrons nous enseignent. Le temps n'est pas absolu. Il n'est pas universel. Il est relatif, dépendant de où vous êtes et de la force du champ gravitationnel autour de vous. Deux horloges, identiques en tout point, fonctionneront à des vitesses différentes si l'une est dans un champ gravitationnel plus fort que l'autre. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité de l'univers dans lequel nous vivons. Les étoiles à neutrons nous forcent à confronter ces vérités inconfortables sur la nature de la réalité. Elles nous montrent que nos intuitions quotidiennes sur l'espace, le temps et la matière sont des approximations qui fonctionnent seulement dans les conditions douces de notre existence terrestre. Pousser ces conditions à l'extrême, et la réalité elle-même devient étrange, contre-intuitive, presque impossible à croire. Et pourtant, nous pouvons les observer, nous pouvons les mesurer, nous pouvons tester nos théories contre ces laboratoires naturels de physique extrême. Chaque pulsar que nous découvrons, chaque magnétar que nous observons, chaque fusion d'étoiles à neutrons que nous détectons, nous enseigne quelque chose de nouveau sur comment l'univers fonctionne à ses limites. Il y a actuellement environ 3000 pulsars connus. Mais les astronomes estiment qu'il y a probablement 100 millions d'étoiles à neutrons dans notre galaxie seule. 100 millions. Nous en avons trouvé seulement une fraction minuscule. La plupart sont silencieuses, invisibles, tournant lentement dans l'obscurité. Certaines sont des pulsars dont les faisceaux ne pointent pas vers la Terre, donc nous ne les détectons jamais. D'autres sont trop vieilles, leur rotation trop lente pour générer des faisceaux détectables. Elles sont là, attendant d'être découvertes, chacune un monument à une étoile morte, chacune un laboratoire de physique extrême. Et dans d'autres galaxies ? Il y a environ 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Si chaque galaxie contient en moyenne 100 millions d'étoiles à neutrons, cela fait 20 milliards d'étoiles à neutrons dans l'univers observable. 20 milliards d'objets impossibles, chacun défiant nos intuitions sur ce que la matière peut être. Certaines de ces étoiles à neutrons sont en train de fusionner en ce moment même. Quelque part dans l'univers, en ce moment précis, deux étoiles à neutrons spiralent l'une vers l'autre dans leur danse finale. Dans quelques secondes, elles entreront en collision, libérant plus d'énergie que toutes les étoiles de leur galaxie combinées. Elles créeront des ondes gravitationnelles qui se propageront à travers l'univers à la vitesse de la lumière. Elles forgeront des éléments lourds qui finiront par être incorporés dans de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, peut-être même de nouvelles formes de vie. Et nous, sur notre petite planète bleue, avec nos télescopes et nos détecteurs, nous pouvons observer ces événements. Nous pouvons mesurer les ondes gravitationnelles. Nous pouvons analyser la lumière des kilonovas. Nous pouvons détecter les éléments créés dans ces explosions. Nous sommes des témoins de l'univers à son plus extrême. Mais maintenant, descendons dans les profondeurs théoriques. Parce que ce que nous observons à la surface des étoiles à neutrons n'est que le début de l'étrangeté. Ce qui se passe à l'intérieur, dans les couches les plus profondes, où la pression dépasse tout ce que nous pouvons reproduire en laboratoire, reste l'un des plus grands mystères de la physique moderne. Imaginez que vous êtes un physicien théoricien avec un supercalculateur. Votre tâche, prédire ce qui arrive à la matière quand vous la comprimez au-delà de la densité nucléaire. Vous commencez avec les équations de la chromodynamique quantique,
la théorie qui décrit comment les quarks et les gluons interagissent. Vous entrez les paramètres, vous lancez la simulation, et votre ordinateur vous regarde, métaphoriquement parlant, et dit « Pourquoi ? Parce que les équations deviennent si complexes, si non linéaires, que même les supercalculateurs les plus puissants du monde ne peuvent pas les résoudre exactement. C'est le problème fondamental. Nous avons les bonnes équations. Nous savons que la chromodynamique quantique décrit correctement les interactions fortes. Mais nous ne pouvons pas résoudre ces équations dans les conditions extrêmes d'un noyau d'étoile à neutrons. Nous devons faire des approximations. Nous devons construire des modèles. Et différents modèles donnent des prédictions différentes sur ce qui se passe dans ces profondeurs inaccessibles. Alors, que savons-nous avec certitude ? Nous savons que dans le premier kilomètre sous la surface, la matière existe sous forme de noyaux atomiques exotiques baignant dans une mer de neutrons. Nous savons que plus profondément, entre 1 et 2 km, la matière s'organise en ces structures de quad 13 que nous avons mentionnées. Des gnocchis, des spaghettis, des lasagnes. Ces noms amusants cachent une physique extraordinairement complexe. La matière nucléaire, sous ces pressions, essaie de minimiser son énergie en formant des structures géométriques qui équilibrent la force nucléaire forte, la répulsion électromagnétique et la pression de dégénérescence quantique. Mais au-delà de 2 km de profondeur, nous entrons dans un territoire où même nos meilleures théories deviennent incertaines. La densité dépasse celle du noyau atomique. À ce stade, les neutrons sont comprimés si étroitement qu'ils commencent à se chevaucher. Et quand des particules quantiques se chevauchent, des choses étranges se produisent. Une possibilité est que les neutrons restent des neutrons, mais qu'ils forment un superfluide. Un superfluide est un état de la matière qui n'a absolument aucune viscosité. Il peut s'écouler sans aucune résistance. Si vous aviez un récipient de superfluide et que vous le faisiez tourner, le fluide continuerait de tourner pour toujours, sans jamais ralentir. Sur Terre, nous pouvons créer des superfluides en refroidissant l'hélium à quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Mais dans une étoile à neutrons, la superfluidité émerge non pas de la basse température, mais de la densité extrême et des effets quantiques. Si le noyau d'une étoile à neutrons contient un superfluide de neutrons, cela expliquerait certains phénomènes observés. Par exemple, les pulsars ralentissent généralement de manière très régulière. Mais occasionnellement, un pulsar subit ce qu'on appelle un glitch, un saut soudain dans sa vitesse de rotation. En une fraction de seconde, le pulsar accélère légèrement, puis reprend son ralentissement graduel. Ces glitches se produisent parce que le superfluide à l'intérieur de l'étoile tourne plus vite que la croûte. Périodiquement, le superfluide transfère du moment angulaire à la croûte, causant l'accélération soudaine. C'est comme si l'intérieur de l'étoile et l'extérieur tournaient à des vitesses différentes, et qu'ils se resynchronisaient occasionnellement. Mais descendons encore plus profondément. Au centre absolu de l'étoile à neutrons, la densité pourrait atteindre 10 fois celle de la matière nucléaire normale. 10 fois. À ce stade, nous ne savons vraiment pas ce qui se passe. Les neutrons eux-mêmes pourraient se décomposer. Rappelez-vous, les neutrons ne sont pas des particules fondamentales. Ils sont composés de 3 quarks, 2 quarks down et un quark up, maintenus ensemble par des gluons. Dans des conditions normales, ces quarks sont confinés à l'intérieur du neutron. Vous ne pouvez pas arracher un quark individuel. Si vous essayez, l'énergie que vous investissez crée simplement de nouvelles paires quark-antiquark. C'est ce qu'on appelle le confinement des quarks, l'une des propriétés les plus fondamentales de la force nucléaire forte. Mais à des densités suffisamment élevées, ce confinement pourrait se briser. Les quarks pourraient se libérer de leurs neutrons individuels et former un océan de quarks libres. Ce serait un état de la matière appelé matière de quarks, ou plasma de quarks et de gluons. Dans cet état, les quarks ne sont plus organisés en protons et neutrons. Ils nagent librement, interagissant directement les uns avec les autres via l'échange de gluons. Nous avons créé de la matière de quarks en laboratoire, brièvement, en faisant entrer en collision des noyaux atomiques lourds à des vitesses proches de celles de la lumière. Ces collisions créent des températures de plusieurs billions de degrés, et pendant une fraction de seconde, avant que tout ne se refroidisse et ne se condense en particules normales, nous avons un minuscule volume de plasma de quarks et de gluons. Mais dans ces expériences, la densité n'est pas particulièrement élevée.
c'est la température qui libère les quarks. Dans le noyau d'une étoile à neutrons, ce serait l'inverse. La température est relativement basse, seulement quelques millions de degrés au centre. Mais la densité est extraordinaire. Et à des densités suffisamment élevées, les calculs théoriques suggèrent qu'une transition de phase pourrait se produire. Les neutrons se dissolvent, les quarks se libèrent. Le noyau de l'étoile devient un océan de matière de quarks. Si cela se produit, nous aurions ce qu'on appelle une étoile hybride, une croûte de neutrons entourant un noyau de quarks. Ou, si la transition se produit dans toute l'étoile, nous aurions une étoile de quarks pure. Ces objets seraient encore plus denses que les étoiles à neutrons normales. Ils seraient encore plus compacts. Et leurs propriétés seraient différentes, de manière que nous commençons à peine à explorer théoriquement. Mais il y a d'autres possibilités encore plus exotiques. À des densités extrêmes, d'autres types de particules pourraient se former. Les hypérons, par exemple. Ce sont des particules similaires aux neutrons et aux protons, mais contenant des quarks étranges en plus des quarks up et down. Dans des conditions normales, les hypérons sont instables et se désintègrent rapidement. Mais sous la pression d'une étoile à neutrons, ils pourraient être stables. Si des hypérons se forment en grand nombre dans le noyau, ils adouciraient l'équation d'état de la matière, rendant l'étoile plus compressible. Cela signifierait que les étoiles à neutrons seraient plus petites pour une masse donnée. Ou peut-être que des condensats de mésons se forment. Les mésons sont des particules composées d'un quark et d'un antiquark. Normalement, ils sont instables et existent seulement brièvement dans les collisions de particules à haute énergie. Mais à des densités extrêmes, certains types de mésons, comme les pions ou les kaons, pourraient former un condensat, un état quantique où de nombreuses particules occupent le même état quantique. Ce serait similaire à un condensat de Bose-Einstein, un état de la matière que nous pouvons créer en laboratoire en refroidissant des atomes à des températures proches du zéro absolu. Chacune de ces possibilités, matière de quark, hypéron, condensat de mésons, donnerait à l'étoile à neutrons des propriétés différentes. Elle aurait un rayon différent pour une masse donnée. Elle réagirait différemment aux perturbations. Elle émettrait des ondes gravitationnelles avec des fréquences légèrement différentes lors d'une fusion. Et c'est là que les observations deviennent cruciales. Quand LIGO et Virgo ont détecté la fusion d'étoiles à neutrons en 2017, ils n'ont pas seulement détecté les ondes gravitationnelles, ils ont mesuré la forme précise du signal. Et cette forme dépend de l'équation d'état de la matière des étoiles à neutrons. Quand deux étoiles à neutrons spiralent l'une vers l'autre, elles se déforment mutuellement par leur force de marée. Une étoile plus rigide, avec une équation d'état plus dure, se déforme moins. Une étoile plus molle se déforme davantage. Cette déformation affecte le signal d'onde gravitationnelle de manière subtile mais mesurable. Les analyses du signal GW 178-117, le nom officiel de cette détection, ont permis aux scientifiques de contraindre l'équation d'état. Ils ont pu exclure certains modèles théoriques. Les étoiles à neutrons ne peuvent pas être trop molles, sinon elles se seraient déformées davantage que ce qui a été observé. Mais elles ne peuvent pas être trop dures non plus, sinon le signal aurait été différent. Les observations ont réduit la gamme de possibilités. Et ce n'est que le début. Chaque nouvelle détection de fusion d'étoiles à neutrons nous donnera plus d'informations. Chaque nouveau pulsar découvert, avec sa masse et son rayon mesuré, ajoutera une autre contrainte. Lentement, observation par observation, nous cartographions l'équation d'état de la matière à des densités que nous ne pourrons jamais atteindre en laboratoire. Mais il y a une limite à ce que même les étoiles à neutrons peuvent nous enseigner. Il y a une masse maximale qu'une étoile à neutrons peut avoir. Au-delà de cette masse, même la pression de dégénérescence des neutrons, même la force nucléaire forte, ne peuvent plus résister à la gravité. L'étoile s'effondre et devient un trou noir. Quelle est cette masse maximale ? Nous ne le savons pas exactement. Cela dépend de l'équation d'état, qui, comme nous l'avons vu, est incertaine. Mais les observations nous donnent des indices. L'étoile à neutrons la plus massive connue avec certitude est PSRJ 0348 plus 0432, avec une masse d'environ 2,01 fois la masse du Soleil. Il y a des candidats pour des étoiles à neutrons encore plus massives, peut-être jusqu'à 2,5 masses solaires.
Mais au-delà de ce point, les calculs théoriques suggèrent que l'effondrement en trou noir devient inévitable. Cela signifie qu'il y a une frontière dans l'univers, une ligne de démarcation entre les étoiles à neutrons et les trous noirs. D'un côté de cette ligne, la matière existe encore, comprimée à des densités inimaginables, mais existant toujours en tant que particules, avec des positions et des propriétés définies. De l'autre côté, la matière s'effondre au-delà du point de non-retour, disparaissant derrière un horizon d'événements, perdu pour l'univers observable. Et quelque part près de cette frontière, il pourrait exister des objets encore plus étranges. Des étoiles de quarks, si elles existent, pourraient être capables de supporter des masses légèrement plus élevées que les étoiles à neutrons normales. Il pourrait y avoir une fenêtre étroite de masse où seules les étoiles de quarks peuvent exister, trop massives pour être des étoiles à neutrons, mais pas assez massives pour s'effondrer en trous noirs. Si nous pouvions trouver un objet dans cette fenêtre de masse, ce serait une preuve que la matière de quark existe réellement dans les noyaux d'étoiles à neutrons. Ou peut-être qu'il existe des étoiles hybrides, avec un noyau de quark et une enveloppe de neutrons. Ces objets auraient des propriétés intermédiaires. Ils pourraient subir des transitions de phase à mesure qu'ils refroidissent ou qu'ils accrètent de la matière. Imaginez une étoile à neutrons qui accrète lentement de la matière d'une étoile compagnon. Sa masse augmente. La pression au centre augmente. Soudainement, la densité centrale atteint le seuil critique. Les neutrons au centre se dissolvent en quarks. L'étoile subit une transition de phase, se contractant légèrement, libérant de l'énergie. Ce serait un événement observable, peut-être comme un sursaut de rayons X ou une modification soudaine de la rotation de l'étoile. Nous n'avons pas encore observé un tel événement avec certitude. Mais nous cherchons. Chaque observation d'étoiles à neutrons, chaque mesure de masse et de rayon, chaque détection d'ondes gravitationnelles nous rapproche de la compréhension de ce qui se passe réellement dans ces profondeurs inaccessibles. Et il y a une autre question profonde que les étoiles à neutrons nous aident à explorer. La nature du vide quantique lui-même. Dans la théorie quantique des champs, ce que nous appelons le vide n'est pas vraiment vide. C'est un océan bouillonnant de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment, empruntant de l'énergie au vide pour de brèves fractions de secondes avant de s'annihiler. Normalement, ces fluctuations quantiques sont si petites, si éphémères, qu'elles n'ont presque aucun effet observable. Mais près d'une étoile à neutrons, en particulier près d'un magnétar, les champs magnétiques sont si intenses qu'ils peuvent affecter ces fluctuations quantiques. Le vide lui-même devient polarisé. Les paires particules-antiparticules virtuelles sont alignées par le champ magnétique avant de s'annihiler. Cela change les propriétés optiques du vide. La lumière se propage différemment selon sa polarisation. C'est un effet appelé biréfringence du vide, prédit par l'électrodynamique quantique, mais jamais observé directement en laboratoire parce que les champs magnétiques requis sont bien au-delà de ce que nous pouvons créer. Mais près d'un magnétar, cet effet devrait être observable. Et en 2016, une équipe d'astronomes utilisant le Very Large Telescope au Chili a rapporté la première détection possible de biréfringence du vide dans la lumière d'un magnétar. Les observations étaient à la limite de ce que les télescopes pouvaient détecter, et la confirmation nécessite plus de données. Mais si cela est confirmé, ce serait la première observation directe d'un effet quantique du vide dans la nature. Pensez à ce que cela signifie. Le vide, l'espace vide lui-même, n'est pas inerte. Il a une structure. Il peut être polarisé, déformé, affecté par des champs suffisamment intenses. Les étoiles à neutrons, avec leurs champs magnétiques extrêmes, nous permettent de sonder cette structure du vide d'une manière impossible en laboratoire. Et il y a encore plus. Les étoiles à neutrons pourraient nous aider à résoudre l'un des plus grands mystères de la physique moderne, la nature de la matière noire. Nous savons que la matière noire existe, parce que nous voyons ses effets gravitationnels sur les galaxies et les amas de galaxies. Mais nous ne savons pas de quoi elle est faite. Il y a de nombreuses théories, mais peu de preuves directes. Une possibilité intrigante est que la matière noire pourrait s'accumuler dans les étoiles à neutrons. Si les particules de matière noire interagissent, même faiblement, avec la matière ordinaire, elles pourraient être capturées par la gravité intense d'une étoile à neutrons. Au fil du temps, des milliards d'années, suffisamment de matière noire pourrait s'accumuler au centre de l'étoile
pour affecter ses propriétés. Elle pourrait chauffer l'étoile. Elle pourrait modifier sa structure interne. Dans des cas extrêmes, si suffisamment de matière noire s'accumule, elle pourrait même former un petit trou noir au centre de l'étoile à neutrons, qui consommerait ensuite l'étoile de l'intérieur. Nous cherchons des signes de ces processus. Des étoiles à neutrons anormalement chaudes pourraient être chauffées par l'annihilation de matière noire en leur centre. Des étoiles à neutrons qui disparaissent soudainement pourraient avoir été consommées par des trous noirs de matière noire. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de preuves claires. Mais les étoiles à neutrons offrent un laboratoire naturel unique pour chercher des interactions de matière noire qui seraient impossibles à détecter autrement. Et puis, il y a la question de la stabilité à long terme. Que devient une étoile à neutrons après des milliards, des billions d'années ? Nous savons qu'elles refroidissent lentement, rayonnant leur chaleur dans l'espace. Après environ 1 million d'années, une étoile à neutrons typique a refroidi à environ 1 million de degrés. Après 1 milliard d'années, peut-être 100 000 degrés. Après 1 trillion d'années, elle pourrait être presque au zéro absolu. Mais même à ces températures basses, l'étoile à neutrons reste une étoile à neutrons. La pression de dégénérescence quantique ne dépend pas de la température. Elle dépend seulement de la densité. Tant que la masse est là, la gravité est là, et la pression de dégénérescence résiste à l'effondrement. Une étoile à neutrons froide est toujours une étoile à neutrons, juste invisible, un fantôme sombre tournant silencieusement dans l'espace. Mais il y a une possibilité théorique encore plus étrange. Certains physiciens ont proposé que la matière de quark pourrait être l'état véritablement stable de la matière à haute densité. Si c'est vrai, alors toutes les étoiles à neutrons pourraient être métastables, comme des diamants, qui sont techniquement moins stables que le graphite, mais qui persistent parce que la barrière énergétique pour la transition est trop élevée. Mais si une étoile à neutrons était perturbée suffisamment, peut-être par une collision ou par l'accrétion de matière, elle pourrait franchir cette barrière. Les neutrons au centre se convertiraient en matière de quark. Cette conversion libérerait de l'énergie, chauffant les régions environnantes, déclenchant plus de conversion. Une réaction en chaîne se propagerait à travers l'étoile en quelques millisecondes. L'étoile à neutrons entière se convertirait en étoile de quark, se contractant légèrement et libérant une énorme quantité d'énergie dans le processus. Ce serait un événement spectaculaire, peut-être observable comme un sursaut de rayons gamma ou une explosion similaire à une supernova. Nous n'avons pas de preuve claire qu'un tel événement se soit jamais produit. Mais si la matière de quark est vraiment plus stable que la matière de neutrons, alors quelque part dans l'univers, à un moment donné, cela devrait se produire. Et si nous sommes chanceux, nous pourrions l'observer. Toutes ces questions, tous ces mystères, convergent vers un point central. Les étoiles à neutrons sont des laboratoires naturels où la physique est testée à ses limites absolues. Elles nous forcent à confronter les frontières de notre connaissance. Elles nous montrent où nos théories fonctionnent et où elles commencent à échouer. Elles nous donnent des indices sur la physique au-delà du modèle standard, sur la nature de la matière noire, sur la structure du vide quantique, sur l'équation d'état de la matière à des densités que nous ne pourrons jamais reproduire en laboratoire. Et peut-être plus important encore, elles nous rappellent l'humilité. Nous, les humains, avec nos cerveaux de 1,4 kg, nos vies de quelques décennies, nos civilisations de quelques millénaires, nous essayons de comprendre des objets si extrêmes qu'ils défient l'imagination. Des objets où une cuillère à café pèse 1 milliard de tonnes, où la gravité est 200 milliards de fois plus forte que sur Terre, où les champs magnétiques peuvent détruire la chimie à 1000 km de distance, où le temps lui-même ralentit de 30%. Et pourtant, nous progressons. Observation par observation, détection par détection, nous cartographions ces territoires extrêmes. Nous mesurons les masses et les rayons. Nous détectons les ondes gravitationnelles. Nous analysons les spectres. Nous construisons des modèles théoriques et nous les testons contre les données. Lentement, méthodiquement, nous déchiffrons les secrets des étoiles à neutrons. Chaque réponse que nous trouvons génère de nouvelles questions. Chaque mystère résolu révèle des mystères plus profonds. C'est la nature de la science aux frontières de la connaissance. Nous ne nous rapprochons pas d'une compréhension finale et complète,
nous découvrons plutôt que l'univers est plus riche, plus complexe, plus étrange que nous ne l'avions imaginé. Les étoiles à neutrons existent à l'intersection de presque tous les domaines de la physique. La relativité générale décrit leur gravité intense et la courbure de l'espace-temps. La mécanique quantique décrit la pression de dégénérescence qui les empêche de s'effondrer. La physique nucléaire décrit les interactions entre neutrons. La chromodynamique quantique décrit ce qui pourrait se passer dans leur noyau. L'électrodynamique quantique décrit comment leur champ magnétique affecte le vide. La physique des particules pourrait expliquer comment la matière noire interagit avec elles. Aucune théorie unique ne peut décrire complètement une étoile à neutrons. Nous devons intégrer toutes ces théories, comprendre comment elles interagissent dans des conditions extrêmes. Et dans ce processus d'intégration, nous découvrons de nouvelles physiques, de nouveaux phénomènes, de nouvelles questions. C'est pourquoi les étoiles à neutrons sont si précieuses pour la science. Elles ne sont pas seulement des curiosités cosmiques. Elles sont des laboratoires naturels où nous pouvons tester nos théories les plus fondamentales sur la nature de la réalité. Elles sont des ponts entre différents domaines de la physique. Elles sont des fenêtres sur des régimes de densité, de gravité et de champ magnétique que nous ne pourrons jamais explorer autrement. Et elles sont réelles, pas hypothétiques. Pas spéculative, réelle. En ce moment même, il y a des étoiles à neutrons qui tournent des centaines de fois par seconde. Il y a des magnétars dont les champs magnétiques tordent le vide quantique. Il y a des paires d'étoiles à neutrons en orbite l'une autour de l'autre, se rapprochant lentement, destinées à fusionner dans des millions d'années. Et nous pouvons les observer. Nous pouvons les étudier. Nous pouvons apprendre d'elles. Mais attendez, arrêtons-nous un instant. Parce qu'il y a quelque chose que nous devons aborder directement. Je comprends parfaitement à quoi vous pensez en ce moment. Vous vous dites peut-être, tout cela semble incroyable, trop incroyable. Une cuillère à café qui pèse 1 milliard de tonnes, des champs magnétiques qui détruisent les molécules à 1000 km, du temps qui ralentit de 30%. Cela ressemble à de la science-fiction. Cela ressemble à ces vidéos sensationnalistes qui exagèrent tout pour obtenir des vues. Et vous avez raison d'être sceptique. Vous devriez l'être. Le scepticisme est la fondation de la pensée scientifique. Alors, parlons franchement de ce qui est réel, de ce qui est théorique, et de ce qui reste profondément mystérieux. Commençons par ce que nous savons avec une certitude absolue, prouvée par des observations répétées et des mesures précises. Les étoiles à neutrons existent. Ce n'est pas une spéculation. Nous en avons détecté plus de 3000. Nous mesurons leur masse avec une précision de quelques pourcents en observant leurs effets gravitationnels sur des étoiles compagnons. Nous mesurons leur période de rotation avec une précision de nanosecondes en chronométrant leurs impulsions radio. Ces mesures sont aussi solides que n'importe quelle mesure en physique. La densité ? Oui, vraiment 1 milliard de tonnes par cuillère à café. Comment le savons-nous ? Parce que nous connaissons la masse de l'étoile grâce aux observations orbitales, et nous pouvons estimer son rayon à partir de plusieurs méthodes indépendantes. Quand vous divisez la masse par le volume, vous obtenez cette densité absurde. Ce n'est pas une exagération. C'est de l'arithmétique simple appliquée à des mesures réelles. Les champs magnétiques des magnétars ? 1 million de milliards de Gauss ? Oui. Nous le savons parce que nous observons comment ces champs affectent la lumière qui les traverse. Nous voyons la polarisation de la lumière changer d'une manière qui ne peut être expliquée que par des champs magnétiques de cette intensité. Nous observons des sursauts d'énergie qui ne peuvent être alimentés que par la reconfiguration de champs magnétiques aussi intenses. Les chiffres sont réels. La gravité à la surface ? 200 milliards de fois celle de la Terre, calculable directement à partir de la masse et du rayon. La vitesse d'échappement ? Environ la moitié de la vitesse de la lumière. Encore une fois, calculable à partir de la masse et du rayon en utilisant la relativité générale. Ces nombres ne sont pas inventés pour impressionner. Ils émergent inévitablement des observations. Les ondes gravitationnelles de la fusion d'étoiles à neutrons en 2017, détectées par 3 détecteurs indépendants sur 2 continents. Le signal correspondait aux prédictions de la relativité générale avec une précision extraordinaire. La kilonova qui a suivi a été observée par des dizaines de télescopes dans le monde entier. Les spectres
ont confirmé la création d'éléments lourds. Tout cela est documenté dans des centaines d'articles scientifiques revus par des pairs. Donc, la physique extrême que nous avons décrite n'est pas de la pseudoscience. Ce n'est pas de l'exagération. C'est la réalité de l'univers, aussi inconfortable que cela puisse être pour nos intuitions quotidiennes. Mais, et c'est crucial, il y a des choses que nous ne savons pas. Des choses sur lesquelles nous spéculons. Des choses où nos théories atteignent leurs limites. Que se passe-t-il exactement au centre d'une étoile à neutrons ? Nous ne le savons pas avec certitude. Nous avons des modèles théoriques. Certains prédisent de la matière de quark. D'autres prédisent des hypérons. D'autres encore prédisent des condensats de mésons. Nous ne pouvons pas voir à l'intérieur d'une étoile à neutrons. Nous ne pouvons que déduire sa structure interne à partir de ses propriétés observables. Et différents modèles peuvent parfois produire des prédictions similaires pour ces propriétés observables. C'est pourquoi chaque nouvelle observation est si précieuse. Chaque mesure de masse et de rayon, chaque détection d'ondes gravitationnelles, chaque observation de refroidissement ou de glitch de pulsar. Ces observations nous permettent de distinguer entre les modèles, d'éliminer ceux qui ne correspondent pas aux données, de raffiner ceux qui le font. Les étoiles de quark existent-elles ? Peut-être. Les calculs théoriques suggèrent qu'elles pourraient exister. Mais nous n'avons pas de preuves observationnelles définitives. Nous avons des candidats, des objets qui pourraient être des étoiles de quark, mais qui pourraient aussi être des étoiles à neutrons inhabituelles. Nous avons besoin de plus de données. La matière noire s'accumule-t-elle dans les étoiles à neutrons ? Peut-être. Cela dépend de la nature de la matière noire, que nous ne connaissons pas encore. Si les particules de matière noire interagissent avec la matière ordinaire, même faiblement, alors oui, elles devraient s'accumuler. Mais nous n'avons pas encore d'observation claire de ce processus. Le vide quantique est-il vraiment polarisé près des magnétars ? Probablement. L'électrodynamique quantique prédit cet effet, et nous avons une détection possible en 2016. Mais cette détection était à la limite de ce que nos télescopes peuvent mesurer. Nous avons besoin de confirmation avec de meilleures observations. Voici la vérité inconfortable. La science aux frontières de la connaissance est toujours incertaine. Nous avons des théories solides, testées dans d'innombrables expériences. Mais quand nous poussons ces théories à leur limite absolue, dans des conditions que nous ne pouvons pas reproduire en laboratoire, l'incertitude augmente. Nous faisons des prédictions, nous construisons des modèles, nous cherchons des observations qui peuvent distinguer entre ces modèles, mais nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses. Et c'est précisément ce qui rend les étoiles à neutrons si fascinantes scientifiquement. Elles existent à cette frontière où nos théories les mieux établies rencontrent l'inconnu. Elles sont suffisamment extrêmes pour tester nos théories jusqu'à leurs limites, mais suffisamment observables pour que nous puissions réellement les étudier. Pensez à l'échelle de ce que nous essayons de comprendre. Nous sommes des créatures qui ont évolué pour comprendre des objets de notre taille, se déplaçant à des vitesses que nous pouvons percevoir, dans des champs gravitationnels que nous pouvons ressentir. Notre intuition a été façonnée par des millions d'années d'évolution dans un environnement très spécifique. La surface d'une planète de taille moyenne, en orbite autour d'une étoile ordinaire, dans une galaxie typique. Et maintenant, nous essayons de comprendre des objets où la matière est comprimée à des densités 1 million de milliards de fois supérieures à ce que nous expérimentons, où la gravité est 200 milliards de fois plus forte, où les champs magnétiques sont 10 milliards de fois plus intenses que tout ce que nous pouvons créer, où le temps lui-même s'écoule à des vitesses différentes selon où vous vous trouvez. Nos cerveaux n'ont pas évolué pour comprendre intuitivement ces conditions. Nos intuitions échouent complètement. Une cuillère à café qui pèse 1 milliard de tonnes, notre cerveau ne peut pas vraiment saisir ce que cela signifie. Nous pouvons faire les calculs, nous pouvons écrire les nombres, mais comprendre viscéralement, intuitivement, impossible. C'est pourquoi nous avons besoin des mathématiques. Les mathématiques ne se soucient pas de nos intuitions. Les équations de la relativité générale décrivent comment l'espace-temps se courbe autour d'une masse,
que cette masse soit une pomme ou une étoile à neutrons. Les équations de la mécanique quantique décrivent la pression de dégénérescence, que ce soit dans un morceau de métal ou dans le cœur d'une étoile effondrée. Les mathématiques nous permettent d'étendre notre compréhension bien au-delà des limites de notre intuition. Mais même les mathématiques ont leurs limites. Les équations de la chromodynamique quantique, qui décrivent les interactions fortes entre quarks et gluons, sont si complexes que nous ne pouvons pas les résoudre exactement dans les conditions d'un noyau d'étoile à neutrons. Nous devons faire des approximations. Nous devons utiliser des supercalculateurs pour simuler numériquement ce qui se passe. Et différentes approximations, différentes méthodes de simulation, donnent parfois des résultats légèrement différents. C'est l'honnêteté scientifique. Nous ne prétendons pas savoir ce que nous ne savons pas. Nous distinguons clairement entre ce qui est solidement établi par les observations et ce qui est encore théorique. Nous reconnaissons les incertitudes. Nous admettons les limites de nos théories et de nos observations. Et pourtant, malgré ces incertitudes, malgré ces limites, nous avons accompli quelque chose d'extraordinaire. Nous avons pris des objets si extrêmes qu'ils défient l'imagination et nous les avons rendus compréhensibles. Pas intuitivement compréhensibles peut-être, mais mathématiquement compréhensibles, scientifiquement compréhensibles. Nous pouvons prédire leurs propriétés. Nous pouvons expliquer leur comportement. Nous pouvons même, dans certains cas, prédire ce qui se passera dans le futur. Prenez PSRB 1913+16, ce système binaire de 2 étoiles à neutrons découvert en 1974. Nous avons observé ce système pendant plus de 40 ans maintenant. Nous avons mesuré comment l'orbite se rétrécit à mesure que les étoiles perdent de l'énergie par rayonnement d'ondes gravitationnelles. Et nous pouvons prédire, avec une précision extraordinaire, quand ces 2 étoiles fusionneront. Ce sera dans environ 300 millions d'années. 300 millions d'années. Nous pouvons prédire un événement qui se produira dans 300 millions d'années avec une incertitude de seulement quelques millions d'années. C'est le pouvoir de la compréhension scientifique. Ou prenez les pulsars millisecondes, ces étoiles à neutrons qui tournent des centaines de fois par seconde avec une régularité si parfaite qu'elles rivalisent avec nos meilleures horloges atomiques. Nous utilisons maintenant ces pulsars comme des outils pour détecter les ondes gravitationnelles à très basse fréquence. Comment ? En chronométrant précisément leurs impulsions pendant des années. Si une onde gravitationnelle passe entre nous et le pulsar, elle étire et comprime légèrement l'espace, changeant la distance que la lumière doit parcourir. Cela crée de minuscules variations dans le timing des impulsions. En surveillant un réseau de pulsars répartis dans le ciel, nous pouvons détecter ces variations et reconstruire les ondes gravitationnelles qui les ont causées. C'est ce qu'on appelle un réseau de chronométrage de pulsars. Et en 2023, plusieurs collaborations internationales ont annoncé la première détection de ce qu'on appelle le fond d'ondes gravitationnelles stochastiques. C'est un bruit de fond d'ondes gravitationnelles provenant de millions de paires de trous noirs supermassifs en orbite dans des galaxies à travers l'univers. Nous avons transformé les étoiles à neutrons en détecteurs d'ondes gravitationnelles à l'échelle galactique. Des objets créés dans la mort violente d'étoiles massives sont maintenant des outils de précision pour sonder la structure de l'univers. Voilà ce que signifie vraiment comprendre quelque chose scientifiquement. Ce n'est pas seulement pouvoir le décrire, c'est pouvoir le prédire, c'est pouvoir l'utiliser, c'est pouvoir l'intégrer dans un cadre plus large de compréhension qui relie des phénomènes apparemment disparates. Les étoiles à neutrons relient la physique nucléaire à l'astrophysique. Elles relient la mécanique quantique à la relativité générale. Elles relient la mort des étoiles à la naissance de nouveaux éléments. Elles relient les observations d'ondes gravitationnelles aux théories sur la structure de la matière. Elles sont des nœuds dans un réseau de compréhension qui s'étend à travers toute la physique. Et ce réseau continue de croître. Chaque nouvelle observation ajoute de nouvelles connexions. Chaque nouvelle théorie suggère de nouvelles observations à faire. C'est un processus itératif, autocorrectif, qui nous rapproche progressivement d'une compréhension plus complète. Mais, et c'est peut-être le point le plus important, nous n'atteindrons jamais une compréhension complète et finale.
Il y aura toujours des questions plus profondes. Il y aura toujours des mystères non résolus. Il y aura toujours une frontière entre ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Actuellement, cette frontière passe directement à travers le centre des étoiles à neutrons. Nous savons ce qui se passe dans la croûte. Nous avons une bonne compréhension de la croûte externe et interne. Nous comprenons les pattes nucléaires, du moins théoriquement. Mais au centre absolu, où la densité atteint 10 fois celle de la matière nucléaire normale, nous entrons dans un territoire où nos théories deviennent incertaines. Est-ce de la matière de quark? Des hypérons? Des condensats de mésons? Un mélange de tout cela? Nous ne le savons pas encore. Mais nous le découvrirons. Observation par observation, détection par détection, nous cartographions ce territoire inconnu. Et quand nous aurons finalement compris ce qui se passe au centre des étoiles à neutrons, quand nous aurons déterminé l'équation d'état de la matière à ses densités extrêmes, que se passera-t-il? Aurons-nous terminé? Aurons-nous tout compris? Non. Parce que cette compréhension ouvrira de nouvelles questions. Elle nous permettra de prédire de nouveaux phénomènes. Elle suggérera de nouvelles observations à faire. Elle révélera de nouvelles frontières à explorer. C'est la nature de la science. Ce n'est pas une marche vers une destination finale. C'est une exploration sans fin d'un territoire qui s'étend toujours au-delà de notre horizon actuel. Chaque réponse génère de nouvelles questions. Chaque mystère résolu révèle des mystères plus profonds. Les étoiles à neutrons nous ont déjà enseigné tant de choses. Elles nous ont montré que la matière peut exister dans des états que nous n'aurions jamais imaginés. Elles nous ont prouvé que les ondes gravitationnelles existent. Elles nous ont révélé comment les éléments lourds sont créés. Elles nous ont donné des outils pour sonder la structure de l'univers. Elles nous ont forcés à confronter les limites de nos théories et à développer de nouvelles physiques pour les expliquer. Et elles continueront de nous enseigner. Dans les décennies à venir, nous détecterons plus de fusions d'étoiles à neutrons. Nous mesurerons leurs propriétés avec une précision croissante. Nous découvrirons de nouveaux types d'étoiles à neutrons, peut-être même des étoiles de quark. Nous observerons des phénomènes que nous ne pouvons pas encore imaginer. Chaque génération de scientifiques pense qu'elle est proche de comprendre tout. Chaque génération découvre qu'elle ne faisait qu'effleurer la surface. Il y a 100 ans, nous ne savions même pas que les étoiles à neutrons pouvaient exister. Il y a 50 ans, nous venions juste de découvrir les pulsars. Il y a 10 ans, nous n'avions jamais détecté d'ondes gravitationnelles. Qu'apprendrons-nous dans les 50 prochaines années, dans les 100 prochaines années? Nous ne pouvons pas le savoir. Mais nous pouvons être certains d'une chose. L'univers est plus étrange, plus riche, plus complexe que nous ne pouvons actuellement l'imaginer. Les étoiles à neutrons nous l'ont déjà prouvé. Elles ont pris nos intuitions sur la matière, l'espace et le temps et les ont brisées. Elles nous ont forcés à repenser ce que signifie quat dicis. Elles nous ont montré que la réalité dépasse la fiction. Et elles sont réelles. Pas hypothétiques, pas spéculatives. Réelles. En ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, il y a 1 milliard d'étoiles à neutrons dans notre galaxie. Certaines tournent des centaines de fois par seconde. Certaines ont des champs magnétiques qui tordent le vide quantique. Certaines sont en orbite autour d'étoiles compagnons, arrachant lentement leur matière. Certaines sont en paires, dansant lentement vers des collisions inévitables qui secoueront le tissu de l'espace-temps. Et dans d'autres galaxies, à travers l'univers observable, il y a 20 milliards d'étoiles à neutrons. 20 milliards de laboratoires naturels de physique extrême. 20 milliards de monuments aux étoiles mortes. 20 milliards de rappels que l'univers est capable de créer des conditions si extrêmes que notre imagination échoue avant que les mathématiques ne le fassent. Nous vivons dans un univers qui contient des objets où une cuillère à café pèse 1 milliard de tonnes, où la gravité est si forte qu'elle plie la lumière et ralentit le temps, où les champs magnétiques peuvent détruire la chimie à 1000 km de distance,
où la matière elle-même est transformée en quelque chose de presque méconnaissable. Et nous, avec nos cerveaux de 1,4 kg, nos vies de quelques décennies, nos télescopes et nos détecteurs, nous pouvons observer ces objets. Nous pouvons les mesurer. Nous pouvons les comprendre, du moins partiellement. Nous pouvons prédire leur comportement. Nous pouvons même les utiliser comme outils pour explorer l'univers. C'est peut-être la chose la plus extraordinaire de toutes. Pas que les étoiles à neutrons existent, mais que nous, des créatures faites de matière ordinaire, vivant sur une planète ordinaire, en orbite autour d'une étoile ordinaire, nous pouvons comprendre ces objets extraordinaires. Nous pouvons prendre quelque chose d'aussi extrême qu'une étoile à neutrons et le rendre compréhensible. Pas intuitivement peut-être, mais scientifiquement, mathématiquement, réellement. C'est le triomphe de la méthode scientifique. C'est le pouvoir de la curiosité humaine. C'est la preuve que, malgré nos limitations, malgré nos intuitions défaillantes, malgré la brièveté de nos vies et la petitesse de notre planète, nous pouvons comprendre l'univers. Nous pouvons déchiffrer ses secrets. Nous pouvons cartographier ses territoires les plus extrêmes. Les étoiles à neutrons sont l'enfer le plus dense de l'univers, mais elles sont aussi des phares de compréhension. Elles illuminent les frontières de notre connaissance. Elles nous montrent où nous devons aller ensuite. Elles nous rappellent que l'univers est toujours plus étrange, toujours plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Et elles nous attendent. 1 milliard dans notre galaxie. 20 milliards de milliards dans l'univers observable. Chacune un mystère. Chacune une opportunité. Chacune une invitation à explorer, à découvrir, à comprendre. L'univers n'a pas besoin de notre compréhension pour exister. Les étoiles à neutrons continueront de tourner, que nous les observions ou non. Les magnétars continueront d'avoir leur sursaut, que nous les détections ou non. Les paires d'étoiles à neutrons continueront de fusionner, créant de l'or et du platine, que nous mesurions leurs ondes gravitationnelles ou non. Mais nous choisissons de comprendre. Nous choisissons d'observer. Nous choisissons d'explorer. Parce que c'est ce que nous sommes. Des créatures curieuses, dans un univers étrange, essayant de donner un sens à tout cela. Et les étoiles à neutrons, ces objets impossibles à la frontière entre la matière et l'effondrement total, nous aident dans cette quête. Elles sont nos professeurs, nos laboratoires, nos fenêtres sur la physique extrême, nos guides vers les territoires inconnus de la connaissance. Elles sont l'enfer le plus dense de l'univers, et elles sont magnifiques. Mais maintenant, prenons du recul, très loin en arrière, parce qu'il y a une question que nous n'avons pas encore vraiment posée. Une question qui plane au-dessus de tout ce que nous venons de discuter. Pourquoi l'univers permet-il aux étoiles à neutrons d'exister ? Ce n'est pas une question scientifique au sens traditionnel. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons tester avec des télescopes ou mesurer avec des détecteurs. Mais c'est une question profonde sur la nature de la réalité elle-même. Pourquoi les lois de la physique sont-elles configurées de telle manière que la matière peut exister dans ces états extrêmes ? Pourquoi y a-t-il une pression de dégénérescence quantique qui empêche l'effondrement total ? Pourquoi la force nucléaire forte a-t-elle exactement la force qu'elle a, permettant aux neutrons de se toucher mais pas de fusionner complètement ? Si les constantes fondamentales de la nature étaient légèrement différentes, les étoiles à neutrons ne pourraient pas exister. Si la force nucléaire forte était un peu plus faible, les neutrons ne pourraient pas résister à la compression gravitationnelle. L'étoile s'effondrerait directement en trou noir. Si elle était un peu plus forte, peut-être que la matière pourrait résister à des densités encore plus élevées, créant des objets encore plus étranges que nous ne pouvons pas imaginer. Si la constante de Planck, qui gouverne la mécanique quantique, était différente, la pression de dégénérescence serait différente. Si la vitesse de la lumière était différente, les effets relativistes apparaîtraient à des échelles différentes. Si la constante gravitationnelle était différente, les étoiles elles-mêmes seraient différentes, et leur mort serait différente. Notre univers semble finement réglé pour permettre une incroyable diversité de phénomènes. Des atomes aux molécules,
des molécules aux cellules, des cellules aux organismes, des organismes aux civilisations. Et à l'autre extrême, des étoiles aux supernovae, des supernovae aux étoiles à neutrons, des étoiles à neutrons aux trous noirs. Chaque niveau de complexité émerge des lois fondamentales, mais d'une manière qui n'était pas évidente au départ. Personne, regardant les équations de la mécanique quantique et de la relativité générale pour la première fois, n'aurait prédit « ces propriétés émergent des équations, mais elles ne sont pas évidentes dans les équations elles-mêmes ». C'est l'une des choses les plus profondes sur la nature de la réalité. La complexité émerge de la simplicité. Les lois fondamentales de la physique sont relativement simples. Quelques équations, quelques constantes. Mais de ces lois simples émergent des phénomènes d'une richesse et d'une complexité stupéfiantes. Des galaxies, des étoiles, des planètes, la vie, la conscience. Et oui, les étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons nous rappellent que l'univers n'est pas seulement plus étrange que nous le supposons, il est plus étrange que nous pouvons le supposer. Nos cerveaux, façonnés par l'évolution pour comprendre des objets de taille moyenne se déplaçant à des vitesses moyennes dans des champs gravitationnels moyens, ne sont tout simplement pas équipés pour comprendre intuitivement les extrêmes. Et pourtant, nous avons développé des outils, les mathématiques et la méthode scientifique, qui nous permettent de transcender nos limitations. Nous ne pouvons pas imaginer viscéralement ce que c'est qu'une cuillère à café pesant 1 milliard de tonnes. Mais nous pouvons calculer ce que cela implique. Nous pouvons prédire comment un tel objet se comporterait. Nous pouvons tester ces prédictions contre les observations. Et nous découvrons que nos prédictions sont correctes. C'est extraordinaire quand vous y pensez vraiment. Nous sommes des arrangements temporaires d'atomes, vivant sur une petite planète pendant quelques décennies, et nous pouvons comprendre des objets qui existeront pendant des billions d'années, dans des conditions que nous ne pourrons jamais expérimenter directement. Nous pouvons prédire ce qui se passera dans 300 millions d'années quand deux étoiles à neutrons fusionneront. Nous pouvons déduire ce qui se passe au centre d'une étoile à neutrons, où la densité dépasse tout ce que nous pouvons créer en laboratoire. Comment est-ce possible ? Comment des créatures aussi limitées que nous peuvent-elles comprendre un univers aussi vaste et complexe ? La réponse, je pense, est que nous faisons partie de l'univers. Nous ne sommes pas des observateurs externes regardant l'univers de l'extérieur. Nous sommes l'univers se regardant lui-même. Les atomes dans votre corps ont été forgés dans les cœurs d'étoiles mortes depuis longtemps. Le fer dans votre sang a été créé dans une supernova. L'or dans vos bijoux a été forgé dans la collision de deux étoiles à neutrons il y a des milliards d'années. Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est un fait scientifique. Chaque atome de carbone, d'azote, d'oxygène dans votre corps a été créé par fusion nucléaire dans une étoile. Chaque atome d'éléments plus lourd que le fer a été créé dans une supernova ou dans une collision d'étoiles à neutrons. Quand vous étudiez les étoiles à neutrons, vous étudiez vos propres origines. Quand vous essayez de comprendre comment les éléments lourds sont créés, vous essayez de comprendre comment vous êtes arrivé ici. Il y a une continuité profonde entre les processus les plus extrêmes de l'univers et votre propre existence. Et cette continuité va plus loin. Les lois de la physique qui gouvernent les étoiles à neutrons sont les mêmes lois qui gouvernent les atomes dans votre corps. La mécanique quantique qui crée la pression de dégénérescence dans une étoile à neutrons est la même mécanique quantique qui détermine la structure des molécules dans vos cellules. La relativité générale, qui courbe l'espace-temps autour d'une étoile à neutrons, est la même relativité générale qui affecte, très légèrement, le temps sur votre montre GPS. L'univers est un tout cohérent. Les mêmes lois s'appliquent partout, des plus petites particules subatomiques aux plus grandes structures cosmiques. Et nous, avec nos cerveaux faits d'atomes obéissant à ces lois, nous pouvons découvrir ces lois. Nous pouvons les comprendre. Nous pouvons les utiliser pour prédire et expliquer. C'est peut-être la chose la plus mystérieuse de toutes. Pas que l'univers existe, pas qu'il contient des objets extrêmes comme les étoiles à neutrons, mais qu'il contient des structures, comme les cerveaux humains, capables de comprendre l'univers lui-même. L'univers a créé, à travers des milliards d'années d'évolution cosmique et biologique, des systèmes capables de se comprendre eux-mêmes. Vous êtes un arrangement d'atomes qui peut contempler les arrangements d'atomes.
Vous êtes de la matière qui peut réfléchir sur la nature de la matière. Vous êtes l'univers devenu conscient de lui-même. Et quand vous pensez aux étoiles à neutrons, quand vous essayez de comprendre ces objets impossibles, vous participez à quelque chose de profond. Vous participez au processus par lequel l'univers se comprend lui-même. Chaque observation d'une étoile à neutrons, chaque calcul théorique, chaque détection d'ondes gravitationnelles, c'est l'univers explorant sa propre nature. Mais soyons honnêtes sur l'étendue de notre ignorance. Parce que pour tout ce que nous avons appris sur les étoiles à neutrons, il y a encore tant de choses que nous ne comprenons pas. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe au centre d'une étoile à neutrons. Nous avons des modèles, des théories, des prédictions, mais nous ne pouvons pas voir à l'intérieur. Nous ne pouvons que déduire la structure interne à partir des propriétés observables. Et différents modèles peuvent parfois produire des prédictions similaires. Nous ne savons pas si les étoiles de quark existent. Nous ne savons pas si la matière de quark est l'état véritablement stable de la matière à haute densité. Nous ne savons pas s'il existe des transitions de phase dans les noyaux d'étoiles à neutrons. Nous avons des indices, des suggestions, des possibilités, mais pas de certitude. Nous ne savons pas exactement comment les champs magnétiques des magnétars deviennent si intenses. Nous avons des théories sur la dynamo qui les génère pendant l'effondrement de la supernova, mais les détails restent flous. Nous ne pouvons pas simuler complètement le processus parce que les équations sont trop complexes. Nous ne savons pas pourquoi certaines étoiles à neutrons deviennent des magnétars et d'autres non. Est-ce une question de la vitesse de rotation initiale, de la force du champ magnétique de l'étoile progénitrice, de quelque chose d'autre que nous n'avons pas encore considéré? Nous ne savons pas combien d'étoiles à neutrons existent réellement dans notre galaxie. Nous en avons détecté environ 3000, principalement comme pulsars. Mais nous estimons qu'il pourrait y en avoir 100 millions. Où sont toutes les autres? Sont-elles trop vieilles pour être détectées comme pulsars? Leurs faisceaux ne pointent-ils pas vers nous? Ou notre estimation est-elle erronée? Nous ne savons pas à quelle fréquence les étoiles à neutrons fusionnent. Nous avons détecté une fusion en 2017 et quelques autres depuis. Mais combien de fusions se produisent dans l'univers observable chaque jour, chaque heure? Nous ne le savons pas avec précision. Nous ne savons pas si la matière noire interagit significativement avec les étoiles à neutrons. Si elle le fait, cela pourrait affecter leur structure interne, leur refroidissement, peut-être même leur stabilité à long terme. Mais nous n'avons pas encore d'observation claire de ces effets. Nous ne savons pas s'il existe des objets encore plus extrêmes que les étoiles à neutrons, mais moins extrêmes que les trous noirs. Des étoiles de quark, peut-être, ou d'autres états exotiques de la matière que nous n'avons pas encore imaginés. Il pourrait y avoir toute une zoologie d'objets compacts que nous n'avons pas encore découverts. Nous ne savons pas ce qui arrive à une étoile à neutrons après des billions d'années. Elle refroidit certainement, elle ralentit probablement. Mais reste-t-elle stable indéfiniment? Ou y a-t-il des processus à très long terme que nous n'avons pas encore considérés? La matière elle-même est-elle vraiment stable à ces échelles de temps? Nous ne savons pas si nos théories actuelles, la relativité générale et la mécanique quantique, sont complètes. Elles fonctionnent extraordinairement bien dans tous les tests que nous avons effectués. Mais nous savons qu'elles sont incompatibles l'une avec l'autre dans certaines situations extrêmes. Nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique pour unifier ces deux piliers de la physique moderne. Et les étoiles à neutrons, existant à l'intersection de la relativité générale et de la mécanique quantique, pourraient être des laboratoires où nous pourrions détecter des signes de cette nouvelle physique. Peut-être que dans les noyaux des étoiles à neutrons les plus massives, là où la densité et la gravité sont toutes deux extrêmes, il y a des effets quantiques gravitationnels que nous n'avons pas encore détectés. Peut-être que l'espace-temps lui-même devient quantifié à ces échelles. Peut-être qu'il y a une structure granulaire de l'espace que nous ne pouvons pas voir dans des conditions normales, mais qui devient importante dans ces conditions extrêmes. Nous ne savons pas. Et c'est bien. C'est même excitant. Parce que chaque question sans réponse est une opportunité. Chaque mystère non résolu est une invitation à explorer. Chaque limite de notre connaissance actuelle est une frontière à franchir. La science n'est pas un ensemble de faits à mémoriser. C'est un processus de découverte sans fin. C'est une conversation continue entre les théories et les observations, entre les prédictions et les mesures,
entre ce que nous pensons savoir et ce que l'univers nous montre réellement. Et les étoiles à neutrons sont au cœur de cette conversation. Elles sont suffisamment extrêmes pour tester nos théories jusqu'à leurs limites. Elles sont suffisamment observables pour que nous puissions réellement les étudier. Elles sont suffisamment mystérieuses pour que nous ayons encore beaucoup à apprendre. Mais maintenant, revenons là où nous avons commencé. Vous vous souvenez ? Nous avons commencé avec votre corps. 7 milliards de milliards de milliards d'atomes, principalement du vide. Si vous pouviez éliminer tout cet espace vide, vous tiendriez dans un espace 1000 fois plus petit qu'un grain de poussière. C'est ce qui arrive à la matière dans une étoile à neutrons. L'espace vide disparaît. Les atomes cessent d'exister en tant qu'atomes. Les noyaux se touchent. La matière devient quelque chose de presque méconnaissable. Mais voici ce qui est fascinant. Même dans cet état extrême, c'est toujours de la matière. Ce sont toujours des particules obéissant aux lois de la physique. Ce sont toujours des quarks et des gluons, des neutrons et peut-être des hypérons, interagissant selon les règles de la chromodynamique quantique. La matière n'a pas cessé d'être de la matière. Elle a juste été transformée en quelque chose de différent. Et cette transformation nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de la réalité. Les propriétés que nous considérons comme fondamentales, comme la solidité, la dureté, même l'existence d'atomes distincts, ne sont pas vraiment fondamentales. Elles sont émergentes. Elles dépendent des conditions. Changez suffisamment les conditions et ces propriétés disparaissent, remplacées par d'autres propriétés tout aussi réelles, mais complètement différentes. Vous êtes fait de matière dans un état particulier. Un état où les atomes existent, où les molécules peuvent se former, où la chimie est possible, où la vie peut émerger. Mais cette matière, dans des conditions différentes, pourrait être quelque chose de complètement différent. Elle pourrait être un plasma à des millions de degrés. Elle pourrait être un superfluide quantique. Elle pourrait être de la matière de quark. La matière est fluide, adaptable, capable de transformations extraordinaires. Et vous, en ce moment, êtes une de ces transformations. Vous êtes de la matière organisée d'une manière qui permet la conscience, la pensée, la compréhension. Pensez à cela. Les mêmes quarks et électrons qui, dans une étoile à neutrons, sont comprimés en une soupe dense de matière nucléaire, dans votre cerveau, sont organisés en neurones qui peuvent contempler les étoiles à neutrons. La même matière, les mêmes lois fondamentales, mais des organisations complètement différentes, menant à des phénomènes complètement différents. Une étoile à neutrons est de la matière poussée à un extrême. Vous êtes de la matière organisée d'une manière différente, permettant un type différent d'extrême, la conscience. Les deux sont extraordinaires, les deux sont improbables, les deux émergent des mêmes lois fondamentales. Et il y a une connexion directe entre vous et les étoiles à neutrons. Pas seulement que vous êtes fait d'atomes forgés dans des étoiles, mais que votre existence dépend de l'existence d'étoiles à neutrons. Sans les supernovas et les collisions d'étoiles à neutrons qui créent les éléments lourds, il n'y aurait pas de planète rocheuse. Il n'y aurait pas de chimie complexe. Il n'y aurait pas de vie. Les étoiles à neutrons ne sont pas juste des curiosités cosmiques lointaines. Elles sont une partie essentielle de l'histoire qui a mené à votre existence. Elles sont vos ancêtres, dans un sens très réel. Elles ont créé les éléments dont vous êtes faits. Elles ont enrichi le milieu interstellaire qui a finalement formé le système solaire. Elles ont rendu possible votre existence. Quand vous regardez le ciel nocturne, vous regardez votre histoire. Chaque étoile est un four nucléaire créant des éléments. Chaque supernova est un événement de création dispersant ces éléments dans l'espace. Chaque collision d'étoiles à neutrons est une forge cosmique créant l'or et le platine qui finiront par être incorporés dans de nouvelles planètes. Et sur au moins une de ces planètes, peut-être sur beaucoup d'autres, cette matière s'est organisée d'une manière qui permet la conscience, qui permet la compréhension, qui permet à l'univers de se contempler lui-même. Vous êtes le résultat de 14 milliards d'années d'évolution cosmique, du Big Bang aux premières étoiles, des premières étoiles aux premières supernovées, des supernovées aux étoiles de deuxième génération avec des planètes à la vie, de la vie à la conscience, de la conscience à la science, de la science à la compréhension des étoiles à neutrons. C'est un cercle complet. L'univers crée des étoiles,
Les étoiles créent des éléments. Les éléments créent des planètes. Les planètes créent la vie. La vie crée la conscience. La conscience étudie les étoiles. Et en étudiant les étoiles, la conscience comprend ses propres origines. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie ? Qu'est-ce que les étoiles à neutrons nous enseignent vraiment ? Elles nous enseignent que l'univers est plus vaste, plus étrange, plus riche que nous ne pouvons l'imaginer. Elles nous enseignent que nos intuitions quotidiennes sont des guides terriblement inadéquats pour comprendre la réalité. Elles nous enseignent que la matière peut exister dans des états que nous n'aurions jamais pu prédire sans observation. Mais plus profondément, elles nous enseignent quelque chose sur la nature de la connaissance elle-même. Elles nous montrent que nous pouvons comprendre des choses qui dépassent notre expérience directe, que nous pouvons transcender nos limitations biologiques, que nous pouvons, avec les bons outils et la bonne méthode, cartographier des territoires que nous ne visiterons jamais. Elles nous enseignent l'humilité, parce que pour tout ce que nous avons appris, il reste tant de choses que nous ne savons pas. Chaque réponse génère de nouvelles questions. Chaque mystère résolu révèle des mystères plus profonds. Mais elles nous enseignent aussi l'espoir, parce que nous progressons. Lentement, méthodiquement, nous cartographions l'inconnu. Nous transformons les mystères en compréhension. Nous étendons les frontières de la connaissance humaine. Il y a 100 ans, nous ne savions pas que les étoiles à neutrons pouvaient exister. Aujourd'hui, nous les utilisons comme des outils pour détecter les ondes gravitationnelles et sonder la structure de l'univers. Qu'apprendrons-nous dans les 100 prochaines années ? Peut-être que nous découvrirons des étoiles de quarks. Peut-être que nous détecterons des signes de matière noire dans les étoiles à neutrons. Peut-être que nous observerons des effets de gravité quantique. Peut-être que nous découvrirons des états de la matière que nous ne pouvons pas encore imaginer. Ou peut-être que nous découvrirons quelque chose de complètement inattendu. Quelque chose qui changera notre compréhension de la physique aussi profondément que la relativité générale et la mécanique quantique l'ont fait au XXe siècle. C'est la nature de la science aux frontières. Nous ne savons pas ce que nous avons trouvé. C'est ce qui rend l'exploration si excitante. Mais une chose est certaine, les étoiles à neutrons continueront d'être des guides. Elles continueront de nous enseigner. Elles continueront de nous défier. Elles continueront de nous montrer que l'univers est plus étrange que nous ne pouvons le supposer. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante de toutes. Pas que nous comprenons tout. Pas que nous sommes proches de comprendre tout. Mais que nous pouvons comprendre. Que l'univers est compréhensible. Que les mêmes lois s'appliquent partout. Que nous pouvons, avec patience et rigueur, déchiffrer ces lois. Vous vivez dans un univers qui contient des objets où une cuillère à café pèse 1 milliard de tonnes, où la gravité est si forte qu'elle plie la lumière et ralentit le temps, où les champs magnétiques peuvent détruire la chimie à 1000 km de distance, où la matière elle-même est transformée en quelque chose de presque méconnaissable. Et vous, fait de cette même matière, organisé différemment, vous pouvez comprendre ces objets. Vous pouvez contempler l'extrême. Vous pouvez cartographier l'impossible. Vous pouvez participer au processus par lequel l'univers se comprend lui-même. Les étoiles à neutrons sont l'enfer le plus dense de l'univers. Mais elles sont aussi des phares. Elles illuminent les frontières de notre connaissance. Elles nous montrent où nous devons aller ensuite. Elles nous rappellent que l'univers est toujours plus étrange, toujours plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Et elles nous attendent. 1 milliard dans notre galaxie, 20 milliards de milliards dans l'univers observable. Chacune un mystère, chacune une opportunité, chacune une invitation. Peut-être que les questions sont plus importantes que les réponses. Peut-être que le voyage est plus important que la destination. Peut-être que ce qui compte vraiment, ce n'est pas que nous comprenions tout, mais que nous continuions à chercher, à explorer, à nous émerveiller. Parce qu'au final, c'est ce qui nous rend humains. Pas notre capacité à comprendre complètement, mais notre capacité à nous émerveiller. Notre capacité à poser des questions. Notre capacité à regarder un objet impossible
comme une étoile à neutrons et à dire « je veux comprendre ça ». Et dans cette quête de compréhension, dans cette exploration de l'extrême, nous trouvons quelque chose de profond. Nous trouvons notre place dans l'univers. Nous trouvons notre connexion avec le cosmos. Nous trouvons que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais une partie de lui. Une partie qui peut se contempler elle-même. Vous êtes de la poussière d'étoiles qui contemple les étoiles. Vous êtes l'univers devenu conscient de lui-même. Et quand vous pensez aux étoiles à neutrons, quand vous essayez de comprendre ces objets impossibles, vous participez à quelque chose de magnifique. Vous participez au processus par lequel l'univers explore sa propre nature. Vous êtes une partie de l'univers qui essaie de se comprendre lui-même. Et c'est peut-être la chose la plus extraordinaire de toutes. Les étoiles à neutrons existent. Vous existez. Et vous pouvez comprendre les étoiles à neutrons. Dans cette simple vérité se trouve quelque chose de profondément mystérieux et profondément beau. L'univers est capable de créer des conditions si extrêmes que notre imagination échoue. Et il est capable de créer des structures, comme vous, qui peuvent comprendre ces conditions extrêmes. Peut-être que c'est ce que signifie vraiment être humain. Pas que nous sommes au centre de l'univers. Pas que nous sommes spéciaux dans un sens cosmique, mais que nous sommes capables de nous émerveiller, capables de chercher, capables de comprendre. Et les étoiles à neutrons, ces objets impossibles à la frontière entre la matière et l'effondrement total, nous rappellent que l'univers est toujours plus étrange, toujours plus riche, toujours plus merveilleux que nous ne pouvons l'imaginer. Elles nous rappellent que nous avons encore tant à apprendre, tant à découvrir, tant à comprendre. Et elles nous rappellent que c'est bien, que c'est même magnifique. Parce que dans cette quête sans fin de compréhension, dans cette exploration de l'inconnu, nous trouvons ce qui nous rend vraiment humains. La curiosité, l'émerveillement, la capacité de regarder l'impossible et de dire « Quote 19. Les étoiles à neutrons sont l'enfer le plus dense de l'univers, et elles sont une invitation à explorer, à découvrir, à comprendre, à s'émerveiller. Et cette invitation reste ouverte, pour vous, pour nous tous, pour chaque génération future qui regardera le ciel et se demandera « Qu'est-ce qui est là-bas ? Comment fonctionne l'univers ? Quelle est ma place dans tout cela ?» Les étoiles à neutrons attendent, l'univers attend, les mystères attendent. Et vous, fait de poussière d'étoiles, capable de contempler les étoiles,